Bonjour à tous. Dans Actu Matin, ce matin, on va, à l'heure de nos débats, évoquer la situation qui prévaut au Sénégal entre l'ancien Premier ministre Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye. Les deux amis de duo sont devenus des ennemis politiques, en tout cas sur la scène publique. C'est désormais un duel. On va en parler tout à l'heure et voir quelles pourraient en être les conséquences sur d'abord la vie politique sénégalaise, mais en plus sur l'issue des prochaines élections présidentielles. Notre débat, c'est dans 1h30 environ. Vous aurez tout à l'heure à suivre un magazine pour les Béninois. Vous allez découvrir la physionomie d'une filière qui visiblement s'améliore progressivement en dépit des difficultés que rencontrent les acteurs et surtout de l'absence d'un accompagnement, je dois dire, de l'action publique et politique. Ce sera à peu près dans 1 heure de temps. Les rubriques du mercredi, vous les connaissez, sauf que aujourd'hui, Jacques Débé ne sera pas au rendez-vous. Jacques profite bien de ses congés. On va certainement le retrouver dans un peu de temps. La une des journaux, la revue de presse, le sport surtout, avec notamment cette rencontre attendue par la planète. Hier, le match France-Sénégal qui s'est soldé par la victoire des tricolores, 3 buts à 1 face au Lion de la Télégra. On fera le débriefing tout à l'heure avec Candido Rouentan et son invité. Et puis, l'autre match dont on va parler aussi, c'est le match Argentine, tenante du titre, et l'Algérie, représentant de l'Afrique. On en parlera aussi tout à l'heure. Voilà pour l'essentiel. Au menu d'Actu Matin ce matin, bienvenue. On va commencer avec la une des journaux et une information largement partagée par les quotidiens ce matin. On en parlait sur cette émission hier. Il s'agit justement du rapport proposé par le comité d'experts installé pour examiner sur 15 jours au maximum les conditions dans lesquelles Cotonou et Niamey devraient se parler pour déterminer les conditions d'ouverture des frontières entre les deux pays. Fraternité commence par le sujet ce matin. Normalisation des relations à Bénin Niger, les lignes bougent. Remise aux deux chefs d'État des résultats du comité conjoint d'experts vers la réouverture des frontières. Le journal est très optimiste. Marie-Michel Guédégbé sur la journée mondiale de l'albinisme. Les mentalités évoluent progressivement grâce aux nombreuses sensibilisations, nous a-t-elle appris dans les colonnes du quotidien. Passation de charge à la LNB, Marius Adanzuno prend les commandes. Nous passons à Dynamisme Info, exécution des arrêts de la Cour de la CEDEAO. Cotonou accueille une réunion stratégique pour renforcer le respect des décisions. Le Soleil Bénin Info, frontière Bénin-Niger, les experts ouvrent la voie, la balle dans le camp de Wadaï et de Tiani. Le potentiel, architecture de gouvernance sous le président Wadaï, ministre conseiller et conseillers spéciaux, l'utilité des nominations divise. Le journal L'Économiste, pour continuer, le Bénin relève ses ambitions douanières. Le matinal, réouverture concertée de la frontière Bénin-Niger, le comité d'experts livre les résultats décryptage info, exportation et importation au premier trimestre de 2026. Le coton et le soja propulsent les ventes extérieures du Bénin. Le journal d'Abarou, axe Tobré, nous sommes là dans la commune de Péonko, et Forbouré, dans la commune de Sinandé. Le pont de Sinaou 7 et coupe les décapés du Borgo. Le journal Matin Libre, deuxième chambre parlementaire du Bénin, le Sénat ici, Yahi siégeait finalement les raisons d'un possible revirement. L'événement du jour, en moins d'un mois après son investiture, Wadaï n'a pas eu le temps d'observation. L'informateur fait des travaux du comité mis en place par le Bénin Niger, Wadaï et Tiani reçoivent le rapport. Nous sommes avec l'investigateur coopération militaire, le ministre Agoncan prend langue avec les partenaires de l'armée béninoise. Voici la nouvelle tribune, travaux sur la réouverture de la frontière Bénin-Niger. La première étape a été bouclée d'après le quotidien. Libération, frontière Bénin-Niger
vers une ouverture, les experts remettent leur rapport à Tiani et Wadaï. Et puis bilan mitigé pour les représentants africains en Coupe du Monde. Une victoire seulement, 3 nuls et 3 défaites déjà. L'événement précis, finances publiques, transparence budgétaire du Bénin, séduit les marchés et les bailleurs. Le matin, frontière Bénin-Niger, les experts rendent leurs conclusions. Le rapport final disponible cette semaine. L'autre vision de la démocrate, le feuilleton judiciaire se poursuit sur fond d'incertitude. Passons à le routier. Réouverture des frontières, le rapport des experts remis au président Wadaï et Tiani. Fraternité pour la deuxième lecture, normalisation des relations Bénin-Niger, les lignes bougent. Remise aux deux chefs d'État des résultats du comité conjoint d'experts vers la réouverture des frontières. Marie-Micheline Guédégbé sur la journée mondiale de l'albinisme. Les mentalités évoluent progressivement grâce aux nombreuses sensibilisations. Et puis passation de charge à la LNB. Marius Adonzuno prend les commandes. Voilà ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. On va passer au bulletin de l'information avec Florence Moussa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Toyi. Bonjour à tous. Dans votre bulletin à suivre, les images d'une séance éducative des relais communautaires du nord du Bénin. Les populations de Banikoara sont sensibilisées sur comment améliorer non seulement leur mode de vie, mais aussi contribuer au respect des droits des enfants. C'était à l'occasion de la Journée internationale des enfants africains. Les détails à suivre. Et puis en sport, nous parlerons du lancement officiel de la phase zone des Jeux universitaires au Bénin. Les hostilités ont été lancées au stade Omnisport de Goko et pendant 10 jours, des équipes masculines et féminines venues des universités et centres universitaires des départements du Zou et des collines vont s'affronter et ceci dans plusieurs disciplines. Voici le bulletin. Direction Banikoara. Nous sommes dans le nord du Bénin, Florence Moussa, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des enfants africains. Les relais communautaires, notamment de cette commune du nord du Bénin, ont organisé des séances de sensibilisation et d'éducation citoyenne au profit des populations à la base. C'est exact, Tanguy. C'est à travers des causeries éducatives tenues dans les quartiers et les villages pour aider la communauté à améliorer non seulement son mode de vie, mais aussi contribuer au respect des droits des enfants. Une de nos équipes de tournage a vécu en direct une séance de causerie. Voici le reportage. Voici comment se présentent les séances éducatives animées par les relais communautaires. Les femmes réunies sous un arbre chantent, dansent, mais aussi apprennent. Elles se font également sensibiliser. Une sorte de classe pour adultes animée par le relais communautaire. Chaque mois, nous avons des causeries à faire. Et dans ces causeries, avec la population, nous arriverons à choisir des problèmes, des problèmes pertinents. Et sur ça, maintenant, ils me demandent d'aller maintenant dans les ménages pour pouvoir sensibiliser la population, pour pouvoir remédier à ça. Donc ça consiste à regrouper en quelque sorte quelques personnes et dans un endroit public, donc ça ne doit pas être dans une maison, et à prendre une thématique et à essayer de les sensibiliser, de causer avec ça. Donc c'est pourquoi on appelle ça causerie éducative. Donc ici, le causerie éducative qui se déroule en arrière-plan ici, ça porte sur l'allaitement maternel exclusif. Les causeries éducatives sont animées de façon participative en langue locale. L'objectif est de permettre aux femmes de mieux comprendre la portée du message véhiculé. Ces causeries éducatives sont souvent nourries d'ovations spéciales pour stimuler les meilleures interventions. Si une vieille, parce que bon, il y a les vieilles, avant, les demandaient de donner de l'eau à un enfant de moins de 6 mois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont donner ou pas? Ils ont répondu que, évidemment que non. Un enfant de moins de 6 mois ne peut pas prendre de l'eau. Pourquoi? Et c'est là, il a amené l'anecdote du fait que quand on dit en Bariba, Boni, quand on dit que l'eau du sein, donc ça veut dire que le sein aussi, ça contient de l'eau. Nous, les relais communautaires, nous sommes l'œil de l'hôpital, l'œil des autorités, l'œil du gouvernement auprès de
de nos populations, car nous veillons pour la protection des droits des enfants, des mineurs. Même l'Harmattan, avec son vent glacial et poussiéreux, n'empêche pas la tenue des causeries éducatives. Et pendant que les mamans sont concentrées, les enfants, eux, s'occupent autrement. À chacun sa causerie éducative. Toujours au nord du Bénin, la Fédération des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, FECICAM Bénin, a rendu un vibrant hommage à 29 de ses agents administratifs admis à la retraite. Au cours d'une soirée de gala organisée le jeudi dernier à Kandy, l'institution a célébré le parcours et les années de service de ces travailleurs à travers la remise de présents symboliques, un geste de reconnaissance qui témoigne de l'attachement de la FECICAM Bénin à la valorisation de ses ressources humaines et à la préservation de la mémoire institutionnelle. Akila Stako et Socrate Adantoli. Après plusieurs années de loyaux services au sein de la FECICAM Bénin, 29 agents admis à la retraite ont été célébrés au cours d'une cérémonie organisée en leur honneur. L'événement, marqué par la remise de cadeaux et de distinctions symboliques, a permis à l'institution de témoigner sa reconnaissance à ses travailleurs pour leur engagement et leur contribution au développement du réseau. Pour ces nombreux sacrifices consentis, la FECICAM Bénin vous en est reconnaissante. Chers nouveaux retraités, je vous exhorte à ne jamais oublier cette nouvelle étape de votre vie qui est pleine de promesses. Réunis en présence des responsables de l'institution, de leurs collègues et de leurs proches, les récipiendaires ont reçu divers présents en guise de remerciement pour leurs efforts consentis tout au long de leur carrière. À travers cette initiative, la FECICAM Bénin entend valoriser le capital humain qui a contribué à son rayonnement et à sa croissance au fil des années. Émus par cette marque d'attention, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à l'endroit de l'institution. Nous vous exprimons notre gratitude pour votre soutien continu tout au long de notre carrière. Notre départ à la retraite n'est pas un adieu. Nous serons disponibles à l'appel de la FECICAM Bénin pour partager nos expériences avec la jeune génération. Cette cérémonie empreinte d'émotion et de convivialité traduit la volonté de la FECICAM Bénin de maintenir les liens forts avec ses anciens collaborateurs et de promouvoir une culture de reconnaissance envers ceux qui ont consacré une partie importante de leur vie professionnelle à son développement. À Savalou, dans le département des Collines, des femmes de Pataba réunies en association font des merveilles dans la fabrication des marmites traditionnelles. Cependant, elles sont confrontées à des difficultés dans leur travail. La matière première est constamment en rupture. Une équipe de Canal 3 Bénin, conduite par Ulrich Gaba, est allée à leur rencontre, découvrant ensemble les merveilles de ces femmes. Ici, le travail se fait essentiellement à la main, des mains habiles pour modeler l'argile. C'est un travail de plusieurs heures, voire de plusieurs jours, et qui nécessite attention, souplesse et agilité. Réunies en association, les femmes potières de Pataba font partie de ces longues lignées de potières traditionnelles. La connaissance ici est transmise de mère en fille. Bien que laborieuses et très entreprenantes, ces potières sont souvent confrontées à maintes difficultés. Du traitement de la matière première à la cuisson des pots pour la vente, ce n'est toujours pas une partie de plaisir. En ce qui concerne les débouchés, plusieurs acteurs béninois se positionnent déjà sur le marché de vente afin de faire découvrir au monde entier les belles œuvres de Pataba.
Ça attire la clientèle parce que quand moi j'apporte ça au marché, je vends bien. C'est avec ça que je nourris mes enfants. Bon, tout le monde achète pour boire tisane. Sans ça, tu ne peux pas boire tisane. Quand tu accouches, c'est avec ça que tu vas faire la tisane pour laver les enfants. Donc, pour ceux qui font les choses traditionnelles, c'est avec ça, eux aussi, ils travaillent. Donc, ça marche bien. Mais seulement, c'est difficile pour ceux qui fabriquent. Le travail de groupe reste l'une des forces des potières de Pataba. Elles produisent ensemble à la chaîne sous la supervision de leurs aînés. Les produits sont ensuite vendus et les dividendes partagés au prorata des efforts de chaque membre du groupe. Retour à Cotonou, longtemps délaissé à cause de l'insalubrité et du manque d'aménagement, plusieurs plages de Cotonou connaissent aujourd'hui une véritable métamorphose. Désormais, les espaces sont réhabilités, la sécurité renforcée et les nouveaux lieux de loisirs, le bord de la mer attire de plus en plus de visiteurs. Pour du sport, de la détente en toute liberté, elles accueillent chaque jour de nombreuses personnes. Le reportage est signé Deogracias Menaï et Simon Roulon. Des chaussées bien dressées, des trottoirs bien aménagés. De Togben à Fidrosé, le littoral affiche désormais un visage plus rayonnant. Longtemps marqué par l'insalubrité et le manque d'infrastructures, la plage offre aujourd'hui un cadre propre et attractif. Chaque jour, sportifs, familles et touristes s'y retrouvent. Bon, vous allez constater que nous avons actuellement d'abord une belle route ici, une partie pour les piétons pour pouvoir faire le sport. Donc, mis à part cela, nous avons les restaurants qui sont ici au bord de la route des pêches. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les voies, tous les panneaux, il n'y avait pas tout ça là. Et aussi les restaurants, les hôtels qui sont là. J'apprécie tout quand même. Cet engouement s'explique aussi par le climat de sécurité qui règne désormais sur les lieux. Quand il y a les bâtiments autour de nous, comme ça, il y a aussi la sécurité, la police, tout ça là. On est en sécurité et on peut rester jusqu'à là où nous voulons. À Akpakpa-Dodome, le long de la corniche, le constat est le même. Les nouveaux aménagements favorisent les loisirs comme le roller et le skateboard. Le fait qu'ils ont réaménagé la corniche, ça facilite mes activités de roller, moi. Ça facilite aussi le footing pour ceux qui veulent maintenir le physique. Ce que moi j'ai à dire, si les autorités ou bien ceux qui ont fait tout ce travail-là, si peuvent encore, parce que je vois il y a encore l'espace beaucoup à la corniche ici. Donc s'ils peuvent encore nous grandir ça, puis ça serait un peu grand, là on va commencer encore les trucs là, c'est trop petit pour nous, c'est pourquoi les gens sont en train de se loyer. Entre détente et pratiques sportives, dans une ambiance sécurisée à Cotonou, plus que jamais, les plages se transforment en attractions irrésistibles et véritables espaces de convivialité. Et pour finir en sport, lancement officiel de la phase zone des Jeux universitaires. Dans la zone 2, les hostilités ont été lancées au stade Omnisport de Goro. 10 jours, des équipes masculines et féminines, des universités et centres universitaires, des départements du Zoo et des collines vont s'affronter dans les disciplines telles que le football, le basketball, le handball, le volleyball et l'athlétisme. Au terme, les 2 meilleures équipes arrivées en tête du classement dans chacune des disciplines participeront à la phase nationale des Jeux universitaires. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudoun. 10 jours de compétition, de brassage et de révélation de talent à travers le territoire national. L'Office béninois du sport scolaire et universitaire OBSU active ainsi l'édition 2026 des phases de zone des Jeux universitaires. Pour la zone 2, c'est ici, au stade Omnisport de Goro, que la compétition est lancée. Les Jeux universitaires du Bénin sont bien plus qu'une compétition sportive. Ils constituent un véritable cadre de rencontre, d'intégration
de fraternité et de brassage entre les étudiants venus de différentes universités et divers horizons. Durant la période de la compétition, des équipes masculines et féminines venues des universités et centres universitaires du département du Zou et des collines vont s'affronter dans les disciplines telles que le football, le basketball, le handball, le volleyball et l'athlétisme. Les 2 meilleures équipes arrivées en tête de classement dans chacune des disciplines participeront à la phase nationale des Jeux universitaires. Les phases de zone en cours permettront également de détecter des talents devant intégrer les différentes équipes nationales. Qui se déroule ici à Abomey et dans les autres stades du Bénin, une ambiance de convivialité, de sécurité et empreinte de fraternité, et qu'elle relève les talents qui porteront haut les couleurs de nos établissements supérieurs. Chers athlètes, faites-nous rêver et vivre des émotions et sensations fortes dans le fair play et la discipline, aussi bien sur les aires de jeu, envers les arbitres et l'encadrement technique, ainsi que le comité d'organisation qui se mobilise pour la réussite de ces Jeux. L'Office béninois du sport scolaire universitaire OBSU, organisateur de cette compétition, est appuyé par les centres des œuvres universitaires des différents campus, ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur. Eh bien, Tanguy, c'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous souhaite une très belle journée. Très bonne journée et bonne suite de semaine à vous. Nous deux, on va se revoir certainement lundi prochain. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le bulletin qui s'est achevé par une note sportive. Cela nous permet de faire le pont justement jusqu'aux actualités des sports. Et d'hier à ce matin, ce n'était pas la nuit des équipes africaines dans la compétition de la Coupe du Monde de football. Une première qui a été battue 3-1 et l'autre qui a encaissé 3-0. On fait le point des sports. Voici Sport Matin. Candide, bonjour. Bonjour. Ce matin, on va faire le point. Je dois dire des derniers matchs qui se jouent ce mercredi. Déjà, faut-il l'annoncer, l'Argentine et la France ont effectué leur entrée en lice cette semaine. Et doit-on le dire, une très bonne entrée. Entrée royale, Tanguy permettait pour les 2 finalistes de la précédente édition de la Coupe du Monde. C'était au Qatar entre l'Argentine et la France. On s'en souvient encore de cette finale épique, mémorable, 3-3 au thème donc du temps additionnel. Et un tir au but, une séance de tir au but qui était à l'avantage de l'Albi Céleste. Entrée royale pour les Bleus de la France, tout comme l'Albi Céleste de Lionel Scaloni. La France n'a fait qu'une bouchée le Sénégal malgré le nul 0-0 à la pause. Pendant ce temps, l'Argentine portée par le phénomène mondial, le phénomène global Lionel Messi s'offre une victoire 3-0 au bout de la nuit. On fait le point de tout ceci dans la matinale du mondial. Nouveau numéro de la matinale du mondial et celui qui nous accompagne ce matin, non, Germain Macédé, journaliste, chroniqueur sportif et coach de football. Germain Macédé, bonjour. Bonjour Candide, bonjour à tous. Alors, la nuit, comment ça s'est passé? On va dire un peu secoué parce qu'on voyait quand même 2 équipes très attendues dans la compétition du côté du continent africain qui devraient donc faire leur entrée. Dans un premier temps, ceux qu'on a vus sur le terrain être champion d'Afrique, parce que là, on ne connaît pas encore le champion d'Afrique finalement décidé. Mais quand on se retrouve à ça, on sait quand même qu'on attendait vraiment le Sénégal. Et à l'arrivée, une défaite. En face, on se dit, bon, l'Algérie face à l'Argentine, ça sera gros. Et après, c'est aussi ça. Oui, on va en parler de long en large. Tanguy, de votre côté, comment ça a duré la nuit du mondial? Oh, c'est vrai que ça a été décevant, je dois dire, cette nuit-là. On avait beaucoup espéré, en tout cas, voir le Sénégal tenir tête quand même à la France. Parce que, justement, c'est une équipe solide. Et qui plane notamment sur le toit africain. N'oubliez surtout pas que c'est 5, 6, 7 dernières années. Le Sénégal, en tout cas, a raflé pas mal de trophées, notamment dans différentes catégories. Donc, on s'est dit que c'était quand même l'équipe qui s'est mieux préparée, en tout cas qui est mieux disposée à disputer une Coupe du Monde.
C'est bien cela. Et à l'arrivée, le Sénégal qui s'est incliné sur un score d'un but contre 3 devant la France, elle, portée par Kylian Mbappé, qui avec un doublé offre la victoire à l'équipe de la France devant le Sénégal germain dans des retrouvailles entre frères bleus du Sénégal et de la France et justement Lion de la Teranga du Sénégal. Vous savez, c'est compliqué. Mais après, moi, je dis, mais le Sénégal n'a pas fait son match entier. Le Sénégal a fait une première période alors qu'un match dure 90 minutes. Et dans un contexte pareil, vous vous attendez à tout. Parce qu'on a eu une première période où le Sénégal a joué. Le Sénégal s'est fait des occasions. Et même s'il y avait quand même une certaine lucidité devant les buts, le Sénégal aurait pu marquer au moins 2 buts en première période et donc s'assurer de revenir en seconde période avec une certaine force face à l'équipe française. Mais après, quand vous avez des occasions pareilles et que vous ne les concrétisez pas, attendez voir ce que l'adversaire en revenant après la pause. Et quand l'adversaire s'appelle la France aussi, que l'adversaire vous surprenne en seconde période. Mais après, en seconde période, au lieu de sortir et de maintenir le même rythme, la même intensité, le Sénégal a baissé de rythme. Le Sénégal ne jouait plus et techniquement, on a l'impression qu'il y avait quand même un certain manque de discipline tactique. Déjà la base arrière, la ligne défensive qui n'était plus forcément ce que ça devrait être, le respect donc de la ligne. Et après, vous voyez, dans un contexte pareil, quand vous avez un premier but qui intervient sur un très bel appel de Kylian Mbappé et la passe avec une intelligence hautement élevée de Michael Olise, et ça arrive comme ça, vous avez naturellement Edouard Mendy qui est abattu sur ce premier but. Et puis la défense, vous savez, quand on a l'impression aussi que Kalilou Koulibaly ne joue que les 45 premières minutes désormais. Depuis, si on le met évidemment titulaire, on a l'impression qu'il ne joue que les 45 premières minutes. Ouais. Et donc, la base arrière a commencé par perdre le fil. Et en milieu de terrain aussi, il fallait quand même garder la lucidité. Ça a aussi été à la rue en seconde période. Et donc, naturellement, il fallait s'attendre à cela. Mais après, moi, je dis aussi que c'est pas une équipe qui offensivement a fait le job. Parce qu'on n'a pas eu un Mike Maignan qui était secoué, qui était sollicité. Et vous allez voir, les 2 tirs qui étaient vraiment cadrés, qui étaient en fait des tirs bien appuyés sur Mike Maignan, on a eu 2 buts. Ne serait-ce que une rigueur défensive aussi en face qui empêche. Mais moi je dis même techniquement, défensivement, la France a tenu le coup. Et c'est ça même qui a permis à cette équipe française de garder les cages aussi, avec aussi de limites en matière de but, parce que si la défense n'était pas aussi solide et avec un certain William Saliba qui était au top de son match, on aurait eu quand même beaucoup de sollicitations et peut-être plus de buts côté sénégalais. Mais après, Mike Maignan, c'était pas le meilleur gardien de ce match. Et vous voyez à la fin, le Sénégal qui arrive à cadrer 2 tirs et sur les 2 tirs, on marque un but. On sait également qu'il y a un but qui a été refusé sur position irrégulière. Et du côté français, 9 tirs cadrés et 3 buts marqués. Ça veut dire que Edouard Mendy a été beaucoup sollicité et il a été présent aussi. Il a répondu parce que on l'a d'ailleurs vu en première période solide, justement en première période vraiment sollicité et il était présent sur tous les coups. Mais après, quand ça revient et puis le tout dernier but, c'est l'euphorie des buts de les gars et de la réduction du score. Quand on vient dans un contexte pareil, vous êtes en train de réduire le score, on se met dans cet élan là et puis on oublie rapidement la lucidité qu'il faut garder dans les cages. Il sort, il met quelques mètres devant les 7,32 m et après Kylian Mbappé, vous savez, le haut niveau, ça demande beaucoup de prise d'information et la rapidité dans la prise d'information. Il a pris l'information très tôt, alors que déjà quand on mettait le but du 2-1, il disait à ses partenaires de se calmer. Pour lui, il n'y avait pas de danger. Et quelques petites secondes après, il répond rapidement et sur ce mauvais placement de Edouard Mendy, il placarde au fond le troisième but et dernier but de la rencontre. Le break est fait. Oui, le break est fait qui offre justement la victoire à la France. Tanguy, on a comme l'impression qu'on a eu 2 visages, pas forcément qu'on a comme l'impression, mais on a eu 2 visages du Sénégal hier. Une en première période et une autre en seconde période. Et après, une défaite à l'arrivée, 3 buts à 50 d'ailleurs. J'ai pas eu l'impression que, voilà, c'est les finalistes de 2022 clinquant qui avaient joué hier. Ce n'est pas la France qui compose avec une intelligence tactique, d'attaque, etc. Regardez très bien les buts qu'ils ont encaissés. C'est généralement soit des pertes de balles au milieu, soit c'est que, bon, voilà, sur le 3e but, mauvais positionnement du gardien.
Oui, c'est vrai que sur ce coup, il a merdé, comme on dit, mais Edouard Mendy a été impérial hier. Et je crois que c'est le seul joueur sur le terrain, en tout cas sénégalais, qui a véritablement offert, je dois dire, une envie de gagner ce match, de rester dedans et surtout de faire un résultat. Sinon, comme vous voyez un peu, je dois dire, les phases offensives du Sénégal, même en première partie, c'était pas presque brouillon, parfois des appels manqués, des passes qui n'étaient pas précises, parfois trop en profondeur, trop appuyées. C'était vraiment pas, en tout cas, la meilleure précision qu'on connaissait du Sénégal en matière, donc, je dois dire, de pressing offensive. Résultat, quand vous ne marquez pas, et bien évidemment, l'adversaire, quand il trouve une occasion, il marque, et c'est ce qui est arrivé. Je crois que le Sénégal devrait s'en prendre à lui-même, surtout quand on voit un peu ces occasions qui ont été vendangées, alors que ça aurait pu donner le tournant de ce match hier. On ne peut pas dire que c'est la meilleure équipe française qu'on ait jamais vue sur la planète, mais bon, ils ont fait le résultat. Une France qui a été astucieuse, profiter de l'occasion trouvée. On a senti, après justement, malgré le deuxième but de la France, un Sénégal qui avait encore de l'espoir, et après on a vu un but qui a redonné espoir, mais le bateau a pris naufrage. Oui, c'est une question, je dois dire, de psychologie, et vous savez, c'est vrai que ça ne devrait pas surprendre, parce que quand vous voyez comment ils ont pu tenir face à l'Argentine en finale de l'édition dernière, on peut se dire que c'est des gens qui ont le mental pour continuer à garder, je dois dire, la tête sur les épaules, même quand ils sont en difficulté, parce que tout le temps, je crois, l'Argentine a pris le devant, et tout le temps ils sont revenus au score pour montrer un peu que un match ça dure 90 minutes, et c'est ce qu'ils ont démontré encore hier. Victoire 3-1 pour la France devant le Sénégal, on va dire une revanche pour les Bleus de la France après 24 ans après donc cette défaite enregistrée face à ces Lions sénégalais, et cette fois-ci la France qui s'offre une victoire 3-1 pour son entrée en compétition face à l'équipe du Sénégal qui était très attendue hier dans ce match, mais à l'arrivée s'offre une défaite pour son entrée en compétition. Pour la deuxième rencontre, après donc celle qui a opposé le Sénégal à l'équipe de la France, on a vu le cyborg, comme ils aiment bien l'appeler, Erling Haaland avec ses coéquipiers de la Norvège qui se sont imposés par 4-1 à l'équipe de l'Irak. Germain, victoire 4-1 pour la Norvège devant l'Irak, mais l'Irak qui aura montré aussi un visage un tout petit peu convaincant. Je suis juste un peu triste pour l'unique buteur irakien Hussein qui a fait son match nul à lui seul dans son match. Il marque dans un premier temps pour sa coéquipier à la 39e minute, et puis après à la 96e minute il va égaliser son propre but pour dire bon voilà, moi j'ai fait quand même mon match. Et puis après, vous savez, le cyborg, moi je dis, mais même cette équipe norvégienne, même si c'est pas forcément le grand football, c'est quand même une équipe qui peut compter sur des individualités offensives. Et quand vous avez Sorloth, vous avez Erling Haaland dans votre équipe, ça veut dire que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour tuer devant. Il faut juste que le job soit fait au niveau du milieu de terrain, parce que moi je dis que c'est la base de toute équipe. Quand on tient le milieu de terrain de l'adversaire, c'est fini, on peut faire le match. Et donc, dans ce match, il y a eu des velléités de possibilités de marquer pour cette équipe de l'Irak, mais après, c'est pas forcément la plus grande équipe de ce match non plus. Donc, quand il faut jouer entre X et Y, forcément, il se prend le dessus, et c'est ce qui est arrivé. Après, on verra le vrai visage de cette équipe norvégienne quand on va avoir un match, par exemple, France-Norvège, ou pourquoi pas un match Sénégal-Norvège. Sénégal-Norvège, en tout cas, on va y revenir par ici. Tanguy, Irak-Norvège, on a vu une équipe norvégienne qui a tout de suite profité de ce petit poussé du groupe pour s'offrir une victoire d'entrée et prendre une option sur c'est tout ce qu'on demande à une équipe. La Côte d'Ivoire, absolument. La Côte d'Ivoire, même si c'est sur le fil du rasoir, quand on voit la Côte d'Ivoire face à l'Équateur, on peut se dire, bon, c'est tout ce qu'on demande à une équipe dans une compétition de ce niveau-là. Profiter, je dois dire, des faiblesses de l'adversaire, de son niveau de jeu, et puis, mettons, se placer en bonne position. Je crois que Erling Haaland et ses coéquipiers ont pu quand même, je dois dire, faire le job hier. Il faut le saluer. C'est vrai que le football irakien,
c'est pas le meilleur de football, donc on va pas s'extasier non plus sur l'issue du match et sur une performance d'une équipe norvégienne en tant que telle. Et derrière cette équipe irakienne qui aura fort à faire pour ses prochaines sorties, le Sénégal battu d'entrée par la France qui aura justement à prendre sa revanche et se qualifier, et la France aussi qui devra chercher à faire top carton plein. Absolument, je ne sais pas s'ils ont fini leur mondial parce que oui, vous n'allez pas... On va pas vendre l'ours avant d'avoir tué sa peau. Ouais. Enfin, avant de l'avoir tué, on va pas vendre sa peau avant de l'avoir tué. Oui, le Sénégal blessé peut-être peut réagir face à l'Irak. Surtout qu'il y a, je dois dire, l'autre équipe norvégienne qui l'attend aussi. Donc, il faudra forcément monter d'un cran, je dois dire, le niveau de jeu. Et donc, ça va pas être forcément très plaisant pour les Irakiens. Donc, peut-être qu'ils ont fini leur mondial. En tout cas, on va espérer que ce soit un bon match. Aussi faut-il dire, mais ces Norvégiens, on les redécouvre pas parce que vous savez, lors de cette de la dernière campagne de la Ligue européenne des champions, on a une équipe norvégienne qui était, on a eu un club norvégien qui nous a prouvé qu'il y a du football qui se produit là-bas. Ouais. Et donc, il va falloir également se prendre au sérieux quand on s'appelle le Sénégal et qu'on perd son premier match et qu'on doit jouer après cette équipe norvégienne. Ça veut dire que, naturellement, les seuls qui doivent vraiment être heureux, moi je dis heureux en dépit de tout, c'est peut-être cette équipe irakienne, parce que déjà participer à cette Coupe du Monde, c'était déjà un pas de plus. C'est mieux quand même qu'une équipe que nous connaissons tous. Et après, il va falloir maintenant tirer des leçons. Nous ne connaissons pas tous. Il va falloir tirer des leçons pour bien revenir, peut-être pour une prochaine participation, parce que qu'on le veut ou non, ça ne sera pas forcément le job facile à faire quand on a encore le Sénégal et la France à jouer. Mais après, on a 8 équipes qui doivent être qualifiées comme perdantes. Et donc, ils ont leur chance, leur chance à tirer. Allez, prochaine rencontre, après donc celle de l'Irak et de la Norvège pour ceux qui avaient le cadio hier et qui sont restés dans la nuit sur cette affiche, sur les tenants du titre, l'entrée en liste justement de Lionel Messi et ses coéquipiers face au Fennec d'Algérie. Germain, on a retenu un seul nom hier. Oui, Lionel Messi qui a battu l'Algérie 3-0. Ouais. Parce que le match était pour lui. Et moi, je dis, mais l'Argentine repart sur la même lancée que la dernière Coupe du Monde. Non, en fait, toute l'équipe la dernière Coupe du Monde, face à l'Arabie Saoudite. Non, je ne le dis pas dans ce sens, mais je le dis dans le sens où l'équipe joue pour Lionel Messi. D'accord. Ils combattent pour Lionel Messi. En fait, vous voyez, dans les 28 derniers mètres, toutes les balles sont orientées vers Lionel Messi. Et quand ça évolue comme ça, déjà sur le premier but, vous voyez Rodrigo De Paul, McAllister, ça joue rapidement à la récupération et puis on oriente la passe vers Lionel Messi, qui lui déjà, dans les 24 mètres, il faut dire, c'est un penalty, c'est pas un coup franc. C'est un penalty pour lui quand il a la balle dans cette zone-là. Et puis après, manque d'expérience, on va le dire comme ça, pour Luka Zidane, qui laisse beaucoup d'espace entre sa cage et lui. Et quand vous avez Lionel Messi et que vous laissez cet espace-là, alors vous êtes mis une balle dans les pieds, il l'a fait lui-même et puis après, il peut s'en vouloir sur ce premier but. Après, le deuxième but de Lionel Messi toujours, moi je dis encore, c'est une faute du gardien. Parce que ce qu'on apprend aux garçons à l'académie, c'est que l'arrêt, même si vous devez repousser le ballon, c'est jamais dans l'axe. Donc vous ne repoussez pas le ballon dans l'axe, même si on pouvait espérer que la défense aussi réagisse très vite parce que Messi, c'est Messi qui fait le vide pour permettre à son coéquipier de faire cette frappe-là. Ouais. Ça veut dire que déjà sur le coup, il y a un défenseur qui pouvait s'avancer pour l'empêcher de tirer. On lui a laissé le temps de prendre l'initiative et d'aller mettre un contre-pied parfait à Luka Zidane. Et après, sur le dernier tir, c'était évident. Même le meilleur gardien au monde allait avoir du mal à prendre ce ballon parce qu'on parle de... Justement, il n'a pas besoin de prendre l'information. Il sait où se trouve le filet. Oui. Et puis après, il fait un bon contrôle orienté dans sa course et il l'enferme dans l'angle du côté droit du portier. C'était évident. Ça doit s'arrêter au fond de la lucarne. Mais après, on se demande où sont les défenseurs quand on fait un contrôle orienté comme ça et qu'on arrive à enchaîner la frappe et qu'on a au moins 8 joueurs qui étaient dans cette base arrière-là et aucun n'était capable d'arrêter Lionel Messi. C'est la preuve également que c'est la Pulga et c'est le grand joueur qu'on connaît du football mondial. Et quand vous aimez le football, même si vous n'aimez pas jouer au jeu de supporter, il faut quand même aimer Lionel Messi pour ce qu'il propose pour le haut niveau du football. Et moi, c'est quand même bien parce que ça sera également une Coupe du Monde des records pour l'homme qui a commencé déjà par égaler le record
Miroslav Klose hier, avec 16 buts désormais. Il a dépassé très rapidement Kylian Mbappé, parce que Kylian Mbappé, avec son doublé hier, passait à 14 buts. Il était seulement à 2 buts donc, de Miroslav Klose. Et dépassait aussi Lionel Messi, qui était à 13 buts en phase finale de la Coupe du Monde. Mais il est revenu très rapidement. Et avec son triplé, il passe à 16 buts. Il égale le record en son tout premier match. Il a encore au moins 2 matchs à jouer. Avec cette victoire, naturellement, ils sont déjà à un pas pour les phases à élimination directe. Donc, il a encore au moins 3 matchs à jouer. Et quand c'est Lionel Messi, et quand il a, je vais dire, il est capitaine, il a toute une armée derrière lui. Et les McAllister. Il y a également ce côté de cette équipe argentine. C'est que dans tous les compartiments, on joue avec intensité. Et c'est les gens qui sont capables de maintenir le même rythme du début jusqu'à la fin. Ce qu'on dit aux garçons de l'académie, le pressing est haut. Le pressing est haut. Quand vous voyez l'équipe, quand ils perdent la balle, la récupération se fait dans les 6 à 10 secondes qui suivent en même temps. On ne donne pas le temps à l'équipe algérienne de jouer. Moi, j'ai dit, mais contrairement au Sénégal, l'Algérie a joué, sauf que c'était l'adversaire qui n'était pas au même niveau. Parce que si cette équipe algérienne avait peut-être la France en face, ça aurait pu être peut-être un autre match. L'intensité dans le match. Quand on vient vers vous, vous n'avez pas l'impression que c'est vous qui portez le ballon. Ils viennent vers vous avec une intensité comme si, au fond, ils voulaient vous taper et vouer le ballon. Et quand ils viennent à la charge dans les pieds pour récupérer le ballon, vous êtes, en fait, à 80%, ils doivent prendre le ballon. Moi, j'ai déjà ce côté qu'on apprécie au niveau donc de cette équipe de l'Argentine, et surtout dans tous les compartiments. Il n'y a pas de jeunes joueurs en fait. Même le jeune Lisandro Martinez, quand vous le voyez, vous sentez que oui, c'est pas une jeunesse en fait. C'est les gens, on a forgé leur mental pour dire vous jouez intensivement et vous jouez juste pour Lionel Messi. Quand il est quelque part, cherchez-le parce que lui il s'est marqué. Et après, vous savez, que ce soit pour le match de la France comme le match de l'Argentine, moi je dis mais les principes de base sont là. Au football, on dit prenez l'information et prenez vite la décision et jouer contre le passe. Il a très bien fait avec un triplé hier. Tanguy, on a vu en face une équipe algérienne qui avait quand même de l'envie, mais malheureusement derrière il y a un portier qui ne vous aidait pas forcément, et sur le coup de jeu il y avait en face Lionel Messi et tout un Arsenal. Il y avait un gardien qui n'avait pas de l'expérience, il faut le dire. Et puis c'est excusez-moi le mot, c'est un gamin. Et on sait comment il a été périclité à la tête, je dois dire, enfin, dans les cages algériennes. Oui. Ça a fait beaucoup polémique à Alger. Oui. Mais bon, finalement, on l'a maintenu, peut-être parce qu'il a... Même après ses mauvaises performances, même après ses mauvaises performances, on l'a maintenu, par exemple, parce qu'il peut-être il portait un nom. Et la conséquence est là, voyez-vous. Parce que hier, sur les 3 buts, on a 2 qui sont de sa ferme responsabilité. Et je crois qu'on l'a démontré là tout à l'heure. Oui, l'Algérie avait le niveau, enfin, c'est discutable. Parce que quand vous voyez un peu aussi le comportement de la défense, vous n'avez pas l'impression qu'ils sont venus jouer à la Coupe du Monde. Non. Parce que la difficulté à sortir les ballons, c'est déjà un problème. Parce que, en principe, quand on est en phase finale de la Coupe du Monde, la chose qu'on peut vraiment vous tolérer, c'est d'arriver quand même à pouvoir sortir des ballons que vous récupérez. Alors, si vous ne pouvez pas sortir des ballons, quel que soit le pressing, etc., ça veut dire qu'il y a un travail que vous devrez continuer à faire, que ce soit mentalement, physiquement et tactiquement aussi. Et je crois que ça a manqué sérieusement à l'Algérie. Ce n'est pas à la Coupe du Monde qu'il faut hausser le niveau. C'est déjà que dans les préparatifs, je dois dire les compétitions avant la Coupe du Monde, il faut avoir adapté son niveau pour que justement, à la phase finale de la Coupe du Monde, on le présente. Et on a déjà vu l'Algérie pendant, je dois dire, les phases éliminatoires, pendant la Coupe d'Afrique des Nations précédentes, etc. Donc, on ne peut pas s'attendre à une magie outre mesure avec cette équipe. Cette équipe algérienne qui se pose sur la ligne des réceptions africaines de cette compétition. Absolument. La Tunisie. Absolument. Et ça ne donne pas forcément l'impression que c'est une meilleure équipe qui peut rivaliser avec n'importe qui. Oui, évidemment. En fait, comme Tanguy l'a dit, il faut reconnaître également que l'Algérie, il n'y a que le nom qui reste. Ouais. En fait, nous, dans une posture de voir les équipes africaines évoluer dans cette compétition, on attend peut-être d'une équipe algérienne de faire forte sensation dans une... trop. Alors que elle a commencé à vieillir, les stars ont commencé à perdre aussi. Vraiment, et puis il y a également que quand c'est l'élève contre le maître, l'élève veut forcément que la jeune classe est en train d'avancer. Hier, c'était Lionel Scaloni contre son ancien entraîneur. Et donc, évidemment, il fallait quand même montrer quelque chose, montrer du cran quand vous avez des joueurs qui sont avec vous aussi en tant que coach. Ça évolue, mais après, moi, je continue par penser que depuis la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie nous a montré son visage. On ne devrait pas forcément attendre grande chose. Et après, dans un match comme ça où on a fermé, on vous a arraché le milieu,
la défense ne jouait pas forcément bien. Même si Riyad Mahrez est fatigué, il faut le mettre pour quand même chercher des petites solutions, essayer quelque chose offensivement. Parce que hier, on a eu seulement Fares Chaibi qui était juste là, de la première période jusqu'à la fin de la rencontre. C'était le seul qui essayait quand même, et qui essayait de prendre des initiatives offensives. Après, il n'y avait pas en fait des joueurs sur le terrain qui voulaient gagner. Et on a eu un qu'on a vu pendant pratiquement toute la rencontre, Tanguy, très rapidement. Lionel Messi, qu'on n'attendait pas forcément avec ce niveau de performance. On sait très bien que l'homme, il est très très astucieux, très imprévisible, mais là, il nous a surpris. Oui, depuis quelques années, on a Lionel Messi qui joue de la tête parce que il a une façon de traîner sur la pelouse comme s'il s'ennuyait, comme s'il était dans sa cuisine à chercher où est-ce que c'était le lait, où est-ce que c'était le café, etc. Pendant que dans sa tête, ça bouge beaucoup, ça lit beaucoup et ça réfléchit beaucoup. Sauf qu'hier, on a vu quelqu'un qui avait aussi physiquement quelque chose à mettre dans le jeu. Parce qu'on n'avait pas l'impression que c'est le monsieur barbu que vous avez à l'écran là par exemple, qui pouvait fournir autant d'efforts, surtout quand on a fini, ces 2 dernières années, dans une compétition de ce niveau-là aux États-Unis, et qu'on a déjà tout gagné. Quand on a déjà tout gagné, ce n'est pas justement face à l'Algérie qu'on met autant d'efforts. Donc je me dis, il a été vraiment surprenant hier. Et Candide, il faut également remarquer que au-delà de tout, on n'a pas l'impression que c'était un milieu offensif, c'était un 10. Il fonctionnait, en fait, le repli était systématique. Et c'était Messi qui descendait pour faire le marquage, même dans la surface de réparation. Et puis rapidement, il se repositionne, il touche le ballon une fois, il se repositionne et puis quelqu'un lui renvoie le ballon devant et ça roule rapidement. Moi, c'était pas le Messi de 39 ans, de 40 ans, c'est un Messi de 21 ans qui a joué. En tout cas, on aura tout le temps pour le suivre durant la compétition aussi. Loin qu'il y aura cette équipe de l'Albi Céleste au cours de cette 23e édition de la Coupe du Monde qui se déroule en Amérique du Nord. Une dernière rencontre qui s'est déroulée ce petit matin, c'est celle qui a opposé l'Autriche à l'équipe de la Jordanie. Victoire à l'arrivée pour les Autrichiens. 3 buts à 1. On va s'intéresser maintenant au match à suivre au cours de cette journée et à suivre au cours de la nuit avant qu'on se retrouve pas ici demain matin pour un nouveau numéro de la matinale du Mondial. Germain, le Portugal de Cristiano Ronaldo fera son entrée en lice ce soir face au tout dernier pays africain à se qualifier pour cette 23e édition. Là, c'est le Sao très attendu parce que vous savez, il y a maintenant de l'électricité en l'air quand Messi vient, il claque un triplé et que Cristiano Ronaldo doit venir 24 heures après. Mais après, il va falloir voir quelle est l'équipe qui accompagne chaque joueur. Parce que de l'autre côté, on a dit l'équipe jouait pour Messi, mais on sait que du côté de la CSAO portugaise, les gens ne jouent pas pour Cristiano Ronaldo. Et puis, quand on va rentrer encore pour cette Coupe du Monde dans cette guerre de clans, où il y a le clan Bernardo Silva et puis de l'autre côté il y a le clan Cristiano Ronaldo qui n'est pas forcément le grand clan dans le 11 entrant, ça ne sera pas forcément facile. Après, lors de la dernière sortie de l'équipe portugaise, on a Nuno Mendes, qu'on le veut ou non, qui soit le meilleur latéral de cette équipe portugaise qui est sortie et on a estimé qu'il était touché. On espère vraiment qu'il sera là parce que beaucoup sont annoncés touchés. Même Lionel Messi, dans les coulisses, à un moment donné, on a annoncé qu'il ne serait pas titulaire, mais on les a vus tous titulaires, donc on espère vraiment que Nuno Mendes va nous jouer cette carte-là aussi parce qu'en son absence, on verrait peut-être Nelson Semedo, mais c'est pas forcément le même niveau parce que Nelson Semedo, c'est pas le même âge non plus. Et après, moi je dis, mais cette équipe portugaise a tout pour gagner une Coupe du Monde une fois dans leur histoire dès cette année. Et s'ils ne le font pas cette année, ça sera très compliqué de le refaire parce que vous savez, là, j'ai voulu aussi pour ces joueurs qui reviendront 4 ans après. On a par exemple Raphaël Leao qui a fait une très belle saison du côté de l'Italie, même s'il a fini avec l'AC Milan. On a João Neves qui nous a prouvé qu'il y a quand même du cran dans l'équipe portugaise avec sa saison. Et le vieux Brisca, Bruno Fernandes. Justement, aussi. Donc il y a vraiment une équipe, même si les joueurs Félix ont également quelques limites, mais il y a quand même une équipe. Et il y a cette assurance-là que l'équipe va jouer, mais après en face, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Parce que on a vu l'équipe capverdienne tenir tête à la Aura. Ça veut dire que quand on aura la clique à Chancel Bamba et ils ont aussi des expérimentés. Gaël Kakuta, il ne faut pas les citer et les laisser. Donc, naturellement, il y aura une équipe de la RDC qui va vouloir sortir les griffes, qui va vouloir ne serait-ce que prendre un tout petit point contre cette équipe portugaise qui sera pour eux une victoire. Donc, si
le Portugal commence avec les crises d'humeur, les guerres de leadership sur le terrain. Ça va jouer rapidement. Et après, s'ils s'offrent ou bien s'ils se permettent d'encaisser un premier but, s'ils encaissent le but en premier, c'est fini. Hein. Il faut s'attendre à ce que l'équipe portugaise souffre pendant peut-être 80 à 90 minutes sans trouver la faille. Et à la fin, puis tout le monde du football va se retourner et se jeter sur Cristiano Ronaldo parce que quand ça ne marche pas dans les grandes équipes, c'est Kylian Mbappé, c'est Lionel Messi, c'est Cristiano Ronaldo. Voilà les noms qu'on cite quand ça ne marche pas. Surtout que cette équipe portugaise a pratiquement tout gagné sur son continent et il ne lui manque que la Coupe du Monde, l'Euro en 2016, la Ligue des Nations en 2019 et en 2021. Et cette Coupe du Monde qui est tout aussi capricieuse depuis avec cette équipe portugaise. Tanguy, Cristiano Ronaldo et Saklik qui viennent ce soir face à l'équipe de la République démocratique du Congo. Sur les dernières rencontres, on a vu les équipes africaines qui ont causé du tort à des équipes de gros calibre. Oui, c'est vrai. Et surtout quand on voit un peu le Congo de Chancel Bemba avec son parcours, j'insiste toujours là-dessus. Absolument. C'est montrer la capacité à la fois psychologique, physique de l'équipe à tenir, parce que disputer autant de matchs pendant qu'on est toujours sollicité en club, etc., c'est montrer combien physiquement on peut tenir face à la pression et surtout au niveau que cela demande. Donc oui, c'est une équipe qui peut, ma foi, regarder droit dans l'œil l'équipe portugaise, mais après il y a aussi la difficulté que les Congolais ont, c'est l'efficacité dans les buts, et ça leur a créé beaucoup de problèmes aussi, notamment face, je dois dire, au Nigeria par exemple, lors des phases éliminatoires où ils auraient pu tuer le match avant même d'aller jusqu'à ce niveau où on a vu. Oui, c'est vrai qu'ils ont une base arrière relativement solide, mais est-ce que vous êtes suffisamment solide pour encaisser tous les coups, comme les Cap-Verdiens par exemple, et ne pas céder jusqu'à la dernière minute? C'est la grosse question qu'il faut se poser. Et je crois que notre invité ce matin a fait une belle remarque. Si jamais le Portugal encaisse son premier but, ça va être très compliqué pour eux de revenir, parce que déjà, dans les vestiaires, ce n'était pas la bonne ambiance, la bonne entente déjà. Et un but, ça va venir davantage déstabiliser, je dois dire, l'intelligence sur le terrain. Et ce ne sera pas forcément au profit, je dois dire, de cette équipe-là. Il y a déjà aussi le duel, je dois dire, à distance entre Lionel Messi et Cristiano. C'est vrai que, à mon sens, on n'a toujours pas fait justice souvent. Je dois dire, le travail personnel que fait Cristiano, lui aussi, à son tort, il n'a pas su souvent adapter, je dois dire, son niveau de jeu, son style de jeu à l'évolution de son âge. Il est resté toujours dans le même rôle, dans la même fonction, alors qu'avec l'âge, il faut réajuster les choses. On l'a dit tout à l'heure, Lionel Messi nous a surpris avec cette énergie qu'il a pu dépenser quand on regarde un peu son âge. Je me demande si Cristiano pourra fournir ce même effort quand on sait que c'est un homme des efforts physiques. Parce que, oui, il est un peu plus âgé que Lionel Messi. 41 ans. Mais là, véritablement, on sent que la fin est proche, quoi. Rendez-vous à 18h sur cette affiche entre le Portugal et l'équipe de la République démocratique du Congo. À 21h, Tanguy, la Croatie, demi-finaliste de la précédente édition et finaliste de l'édition de Russie en 2018. Oui, sera face aux Freelances de l'Angleterre qui court toujours derrière un deuxième sacre 60 ans après. Ah oui, l'équipe maudite de cette compétition, comme on dit. Bon, c'est vrai que si le vainqueur de la Coupe du Monde se décidait de façon négociée, on allait faire le plaidoyer pour qu'on remette la Coupe, je dois dire, aux freelance, voilà, parce que, voilà, c'est des gens qui viennent toujours à la compétition avec, je dois dire, la marque des favoris, la marque des gens d'un certain niveau, mais qui soit finissent en finale avec, je dois dire, des tactiques bizarres qui les laissent au cours de la finale de l'Euro. Absolument. Donc on a l'impression que c'est des gens qui sont carrément maudits. On va voir un peu après la première sortie ce que ça va donner comme physionomie, parce que deux coupes du monde ne se ressemblent pas, même si la France et l'Argentine nous ont montré hier nuit à ce matin que bon, ils sont toujours encore dans la peau de grands favoris. À 21h poursuit cette affiche Angleterre-Croatie. Germain, le Ghana sera le tout dernier pays africain à faire son entrée en compétition. Ça sera 0 avec l'équipe du Panama.
Oui, le Ghana, bon, c'est vrai que j'aurais voulu mettre un mot sur cette rencontre entre la Croatie et l'Angleterre où je vois. En fait, moi, je suis rapidement allé voir la liste de la Croatie. Et quand j'ai vu le nom Luka Modric, j'ai dit même un vieux Busca peut essayer quelque chose face à cette équipe de l'Angleterre. On continue de croire à la base de Luka. Oui, c'est vrai qu'en Italie, il essaye, mais bon, je pense que la vieillesse est vraiment là. Oui, absolument, mais c'est pas faux non plus. Et l'âge va toujours dicter sa loi, peu importe le travail. Mais après, même Luka Modric fatigué, contre aujourd'hui cette équipe anglaise, notamment au milieu avec Jude Bellingham qui n'est pas forcément dans la meilleure forme de sa carrière, ça peut se jouer. Et moi, je l'ai dit, quand on vous arrache le milieu, c'est compliqué de jouer. Après, bon, on pourra compter sur les individualités comme Bukayo Saka qui peut surprendre à tout moment. Rashford qui a eu cette saison au Barça pour se reprendre très rapidement. Donc, ça sera vraiment un match intense des deux côtés. L'équipe anglaise qui arrive quand même. Justement. Et bon, les gens se posent la question, pourquoi pas Trent Alexander-Arnold? Moi, je dis, mais c'est le niveau. C'est le niveau. Il faut lui faire vendre des pneus, pas dans un magasin. Parce que ce qu'il a fait au Real cette saison, ce n'est pas le travail de latéral, ça. Hein. Non. Et puis, justement, il est plus offensif que défensif, alors que le latéral, même si on l'attend aussi dans le travail offensif, on le veut beaucoup plus défensif. Mais après, quand on revient sur ce match Ghana-Panama, moi, je vous l'ai dit en coulisses tout à l'heure, je vois par exemple cette équipe du Panama l'emporter. Parce que vous savez, le Ghana nous a montré jusqu'en 2014 qu'on pouvait compter sur eux. On se rappelle de ce match Ghana-Allemagne avec Diana Samoa, André Ayew de la tête, et puis après Miroslav Klose, le seul qui pouvait vraiment les punir, qui égalise à la dernière minute. Mais aujourd'hui, c'est plus la même équipe ghanéenne. C'est plus la même équipe ghanéenne, et même si il force encore pour amener les Jordan Ayew, c'est plus forcément le même arsenal. Et puis vous avez, depuis la dernière, la Coupe d'Afrique des Nations, lors de laquelle on a vu les Comores tenir tête à cette équipe ghanéenne, moi j'ai dit, mais le Ghana... Cette équipe comorienne avait tenu tête au Grand Cameroun aussi, on s'en souvient. Oui, mais c'était pas forcément dans le même contexte, et c'était pas le même style de jeu. Mais après, moi je me dis, le Ghana, ça va se jouer. Mais il ne faut pas forcément attendre un bon résultat. Encore que les équipes qu'on a vraiment attendues ne nous ont pas fait un festival même si on leur a remis des gros morceaux d'entrée. Après, vous savez, le Panama, moi je les ai vus lors de la dernière coupe du Monde aussi. Oui, c'est des petits qui comme s'ils n'ont pas de pouvoir. Le Japon. Oui, c'est comme vous prenez un match contre Chili de Arturo Vidal. C'est compact, c'est dur. Et quand même on dit que ce sont des Africains, les Ghanéens, c'est pas la même intensité contre Panama. C'est des gens qui veulent jouer et le joueur et le ballon au même moment. Donc si vous n'êtes pas tenace sur le ballon, on vous cogne et puis il n'y a pas de faute à siffler en fait. Parce qu'ils savent où cogner pour ne pas commettre des fautes. À 0-1 pour ce match entre le Ghana et l'équipe du Panama. Et on va dire un mot très rapidement sur la dernière affiche, avant qu'on se retrouve pas ici demain matin, très rapidement avant de laisser place à Tanguy pour la suite de cette émission. Ouzbékistan-Colombie, une équipe colombienne qui reviendra aussi avec un statut assuré. Oui, et puis moi j'attends de voir Luis Diaz qui nous donne toujours du plaisir à le suivre. Et après, c'est une équipe colombienne qui a raté de justesse d'être champion lors de la Copa dernière. Et donc cette équipe qui revient avec... on va dire la braise sous les pieds, la braise sous les pattes pour se relancer dans une compétition mondiale. Et si leur adversaire, lors de la dernière finale de la Copa América, l'Argentine a fait une belle entrée, pourquoi pas voir les coéquipiers de James Rodriguez, de Luis Diaz se lancer très bien dans cette compétition. Et face à qui cette équipe qui n'est pas forcément... moi je vais pas parler de petit poussé, mais qui n'est pas forcément le gros poussé dans cette compétition. C'est comme on l'a dit, c'est comme jouer contre l'Irak. La Colombie, quand on joue bien, il n'y a pas match. Mais après, le football, ce ne sont pas les mathématiques. Tanguy, un mot sur cette affiche à suivre à partir de 3h. Oui, je crois que on va essayer de prier pour cette équipe Ouzbékistan. Oui, voilà. Mais Tanguy, vous serez en train de dormir peut-être. Est-ce que vous aurez le temps de prier Non, je crois que oui. La prière, ça devrait se faire avant le match. Donc, on va commencer très tôt à 17h déjà pour que Dieu puisse entendre nos prières à leur faveur. Allez, rendez-vous à 3h pour suivre cette affiche. On rappelle très rapidement les différentes affiches à suivre. 18h, Portugal, RD Congo à 21h, Angleterre, Croatie, Ghana, Panama 0 et puis Ouzbékistan
Colombie à partir de 3h00. Tanguy, c'est fini le service. On va se retrouver lundi. Salut, c'est Abdou. Merci beaucoup de m'avoir accompagné depuis lundi. On va se voir donc lundi. Avec déjà certainement les deuxième journée qui va déjà débuter. On va voir justement le deuxième match de ces équipes africaines. On va en parler. Allez, très bonne journée à vous, chers messieurs. Merci. Mesdames et messieurs, la suite d'Actu Matin, c'est peut-être une petite pause et puis on va découvrir ensemble ce magazine réalisé sur la filière avicole au Bénin. Quel est le visage du poulet béninois et comment est-ce que justement les acteurs du secteur arrivent à répondre aux besoins et sollicitations au plan national? C'est la question à laquelle on a essayé de répondre dans ce magazine. Vous avez besoin d'une connexion Internet fiable que vous pouvez partager avec toute la maison? Vous rêvez d'un abonnement Internet illimité qui vous tient tout le mois sans ralentir? Avec Canalbox, découvrez l'Internet sans limite de gigas. Avec la fibre Canalbox, passez au très haut débit avec l'offre Start à 50 mégabits par seconde ou l'offre Premium à 200 mégabits par seconde. En ce moment, la box et l'installation sont gratuites pour toute nouvelle souscription à partir de l'offre Start. Vite, rapprochez-vous de nos vendeurs en rose ou d'une boutique Canal+, Canalbox pour vous équiper dès maintenant. Pour plus d'infos, appelez le 7044 ou rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Canalbox, le vrai Internet illimité sans limite de gigas. En juin, avec Canal+. Le coupé décalé, il faut l'avoir, Vincent. Si tu fais pas ça, t'es mort. Tu peux pas. Demandez, vous serez servi. On vous attend. 100% de toutes vos envies, seulement avec Canal+. Avec Canal+, donnons de la voix. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 3000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. Alors que le jour décline sur Sakété dans le département du Plateau, le technicien qui veille sur l'une des fermes avicoles du coin fait sa première ronde de la soirée. Il n'y a pas grande activité. La population avicole entretenue ici est de modeste taille actuellement. Une situation qui s'explique par la période, mais surtout par les besoins du moment. Les pics, souvent, c'est pendant les périodes de fête qu'on observe souvent les pics. Mais actuellement, par la grâce de Dieu, nous prenons pour toujours avoir un marché constant. Et les pics peuvent arriver, mais il faut avoir un marché qui est constant. Cette humeur du marché, très maussade la plus grande partie de l'année, impose un rythme pratiquement invariable à l'activité avicole dans tous ses compartiments, à commencer par l'importation des poussins. Elle définit par ailleurs aussi l'état des investissements très mesurés dans le domaine. Ici, à Abomey-Calavi, à l'espace abattoir de poulets d'une coopérative par exemple, il n'y a pas grand monde aussi. C'est un matin ordinaire du mois de février et les ouvriers sont à la tâche. Voilà ici le lieu d'abattage. Celui qui est chargé de l'abattage, il les tue, mais en voulant les tuer, il les accroche d'abord au support, au dispositif d'abattage. Et le voilà, c'est un dispositif qui est constitué de cônes d'abattage. Pour chaque poulet, on en a 10. Et le récipient aussi pour recueillir le sang. Voilà. Et dès qu'il finit d'égorger, l'étape suivante, c'est de passer à l'échaudage.
bonne carcasse. Donc, il faut vérifier d'abord l'étape de l'eau avant de plonger les poulets dedans. Voilà. Et dès que c'est prêt, les poulets sont prêts à être déplumés, on les envoie à la machine. Voilà la plumeuse qui sert d'enlever les plumes. Et quand on met les poulets dedans, ça ôte complètement les plumes. Le poulet est déshabillé complètement. Et puis, on met un peu d'eau pour bien nettoyer avant de les ressortir. Et voilà. Quand les poulets sont retirés de la machine, il y a celui qui est chargé de la finition, qui vient les récupérer et qui va vers la table de finition là-bas. Et voilà, ici, c'est la table de finition. Nous avons une équipe permanente et on a des occasionnels en appoint, selon le besoin. Nous faisons en moyenne en 500 et 1000 poulets par jour. C'est selon les besoins et selon la période. Les périodes de forte pression sont les périodes de fin d'année en général. Nous utilisons de l'eau potable pour faire le travail, contrairement à de l'eau usée comme ça se passe dans les marchés. Nous avons de l'eau potable et les conditions de base en termes d'hygiène et d'assainissement sont respectées. Toutes les étapes sont manuelles, sinon presque, ce qui explique au bout de la chaîne la capacité relativement modeste de production annuelle des acteurs du secteur. À fin 2023, donc début 2024, on a une production de 24 500 tonnes d'œufs de consommation. Pour ce qui est de la viande de volaille, vous avez au total 25 000 tonnes pour la même période de viande de volaille sortie. Et quand je dis viande, c'est déjà y compris le travail des agriculteurs, des éleveurs, les transformateurs qui ont abattu et qui ont fait les découpes et autres, et les distributeurs qui sortent. Quand vous prenez les producteurs, ils sont aujourd'hui 1222 précisément aux sorties du dernier recensement qu'il y a eu en 2023. Quand vous prenez les transformateurs et distributeurs, toutes catégories confondues, je dis bien toutes catégories confondues parce qu'il y a les plus gros, les moyens, les petits, ils sont aussi environ 1000 acteurs. Quand vous prenez les fournisseurs d'intrants, comme vous pouvez vous en douter, ils ne sont pas très nombreux. Ils sont grosso modo en 90. Deux raisons expliquent cette faiblesse de la production locale. Il y a d'abord ce qui représente le cauchemar des producteurs locaux, l'importation. C'est un rythme soutenable de plus de 150 000 tonnes par an qui a progressivement décliné à 100 000 tonnes vers 2024 avec l'interdiction de réexportation imposée par le Nigeria. Cela dissuade toute volonté d'investissement dans le secteur et accouche de la deuxième raison. Les investisseurs potentiels et même les acteurs aussi se refusent toute prise de risque en l'absence d'une décision forte qui sécurise les éventuels investissements. La conséquence, une filière avec un potentiel énorme mais inexploité, avec surtout le vaste marché de plus de 200 millions de personnes à la frontière est du Bénin. Mais depuis l'annonce de la fin de l'importation en 2024, les choses ont quelque peu changé. La décision annoncée a boosté la volonté chez les acteurs, mais aussi chez les opérateurs économiques. Comment ça va? À Porto Novo, un homme d'affaires a mis en place des infrastructures de dernière génération pour la production locale de poussins. Ici, c'est l'incubateur d'une capacité de 40 320 œufs. Ça dispose de 4 portes. Je vais ouvrir, vous allez voir. Voilà. Ça, c'est les chariots qui sont dedans. Il y en a au nombre de 8. C'est sur ça que nous disposons les œufs. On les met dans des petits alvéoles que nous disposons sur ça. En fait, c'est un système automatique. C'est une machine
de dernière génération. C'est automatique, tout est fait de façon automatique. Il y a le système de refroidissement, c'est les serpentins qui s'en occupent, système de refroidissement. Il y a aussi un système d'humidité, le système de chauffage, de ventilation, tout est automatique. Là, c'est la troisième porte. Et c'est la quatrième porte. On a 4 chariots devant et 4 chariots derrière. Donc ça fait au total 8 chariots. Une fois les œufs ici, nous les disposons dans ces caisses que vous voyez. Et ils restent ici pendant 3 jours. Donc, dans l'intervalle de 3 jours, nous avons les poussins. Le système est le même. Le système de ventilation, de refroidissement, d'humidité, c'est seulement le système de retournement qui n'est pas ici. C'est ça qui fait la différence entre l'incubateur et l'éclosoir. Disposé en forme de U et érigé sur 2 niveaux pour le moment, le couvoir a une capacité mensuelle d'1 million de poussins. Et la chaîne de production est dotée d'un mécanisme technologique adapté aux réalités modernes du milieu. Voilà, donc les poussins, quand ils vont sortir, on va les ramener ici. Donc ça, c'est une salle de sortie des poussins de travail. Une fois les poussins sortis, on les ramène ici et on dispose les paniers ici. On dispose les paniers ici. Et une fois les paniers ici, on fait le tri ici. Donc les poussins qui sont bons, on les met ici. Et dès que ces poussins-là, dès que nous les mettons ici, ils tombent sur ce tapis. Et ce tapis roulant les traîne jusqu'ici et les envoie ici. Et ils font le tour. Et ceux qui sont censés vacciner se positionnent ici pour la vaccination. Et il y en a 8. Il y a 1, 2, 3, 4, il y en a 8 vaccinateurs qui sont censés être autour du dispositif. Donc voilà comment ça se passe. Après ces premiers soins, une partie des poussins est appelée à être vendue aux éleveurs pour leur ferme, soit pour la production des œufs, soit pour la chair. Stéphane! Et pour chacune de ces options, des entreprises de taille se mettent aussi progressivement en place. Comme ici, dans cette poussinière, sur cette ferme installée à la sortie de Porto Novo vers les Agégués. Sous des conditions de température et de luminosité bien contrôlées et maîtrisées, plus de 20 000 poussins sont nourris par une chaîne automatisée et sophistiquée. Voilà, le chariot qui part comme ça. Voilà, quand on donne à manger, c'est ça. Donc, ils vont, vous voyez. Donc, elles sont déjà habituées pour... Là, ce matin, ça a été déjà passé, ça a distribué l'aliment, donc il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez. Est-ce que ça ne risque pas de tuer des poussins là? Non, pas du tout. Non, mais dès qu'elles voient le chariot passer, elles se retirent. Et donc, une fois le chariot passé, ils se mettent à manger. Voilà. Et ça doit faire le tour là combien de fois par jour? Non, une seule fois. Parce que on les restreint un peu pour éviter qu'elles ne se développent très vite. Il y a un contrôle de poids qu'on fait toutes les semaines. Le chef d'élevage et son équipe, on fait un contrôle toutes les semaines pour maîtriser le poids. Parce que ce ne sont pas des poulets de chair. Hein. On les élève pour respecter un certain poids toutes les semaines pour pouvoir satisfaire un poids final à l'entrée en ponte. Alors ça c'est pour le raclage, donc 2 ou 3 fois par semaine en fonction de la quantité de fientes qui tombe. Donc le chef d'élevage met le racleur en route et ça racle les fientes jusqu'au bout là-bas
il y a un collecteur au fond et après, bon, le camion vient vidanger ça. Là, maintenant, ça nettoie. Là, ça nettoie, là. Voilà. Donc, vous voyez, là, il y a pas, on les a détassés sur tous les niveaux. Donc, ils ont à boire et à manger, là, parce qu'on les démarre en haut et après, on les démultiplie pour que tout le monde ait qu'il y ait le même nombre de poussins par cage. Donc, ils vont rester là jusqu'à 18 semaines, donc en 4 et 5 mois. Et après, on va les transférer dans le bâtiment de ponte là-bas. Pour être autonome, mais aussi et surtout satisfaire la forte demande en aliments, cette ferme a choisi d'installer sa propre unité de production de provence. Donc ça, c'est un séchoir à céréales ambulant. Donc on peut déplacer pour pouvoir sécher les grains, au fait. Ouais. Alors ici, on est en face d'une machine pour torréfier la graine de soja. Donc on reçoit la graine et on ne peut pas l'utiliser telle qu'elle. Donc il faut la passer ici. Donc c'est une technique pour chauffer la graine, pour enlever les patterns antinutritionnels dedans, quoi, voilà. Et donc ça ressort, c'est très facile, hein. Bon, donc on monte à des températures de à peu près 80-90 pendant 2-3 minutes. Et on contrôle justement après avec analyse le taux de cuisson, la nature de cuisson. Et puis donc voilà un peu quand ça ressort, c'est comme des cacahuètes, hein. Donc ça c'est la graine de soja torréfiée. Bon, on peut la manger, hein. Non. Donc ici c'est l'ancienne usine, c'est l'ancienne unité. Bon, elle fait que le mélange puisque le broyeur n'est pas très opérationnel et on est passé sur un BMI ici, c'est une petite unité, voilà. Ici, le personnel est un homme réduit et relax en attendant que le marché local soit autonome. Ici, c'est la provenderie. Ouais. On fournit les aliments des poulets à partir des poussins jusqu'au fondu. D'accord, ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous fabriquez là? On fournit l'aliment des pontes de croissance. D'accord, ok. En même temps que les dispositifs modernes se mettent en place progressivement à la base, les éleveurs aussi se multiplient et agrandissent leur capacité de production. À Lada, par exemple, des investisseurs étrangers ont relancé une vieille ferme. Actuellement, nous sommes à 12 000 têtes de poulet actuellement. Et on envisage d'aller jusqu'à 25 000 têtes dans cette année. Parce que c'est l'année passée, en mois d'avril, qu'on avait commencé la rénovation de la maison. Et actuellement, on n'a que 3 bâtiments dans la maison et les 12 000 se partagent dans les 3 bâtiments. Donc dans peu de temps, il y a d'autres bâtiments qu'on va commencer par préparer aussi, qui va nous amener à 18 000 têtes. Et là,
s'il y a le marché, on continue jusqu'à atteindre le nombre qu'on peut faire et aider notre population à manger de la viande. Ce bâtiment qui contient 2400 poulets et actuellement c'est déjà prêt à recevoir des poussins. On a déjà désinfecté, il y a copeaux dedans et autres là, bon, vous pouvez regarder après. Bon, quand on entre dans notre bâtiment, vous devez laver les mains. Bon, normalement, il y a des chemises qu'on devait porter avant de rentrer. Bon, avant de rentrer, on doit désinfecter les bottes et rentrer. Les poussins 2400, tout doit rester ici d'abord. Quand on va installer ici 2 semaines, 3 semaines, on va séparer. 1000 et 1700 ici et 1700 à côté. Donc ça, c'est déjà prêt, mais on doit encore désinfecter au moins 3 fois avant l'arrivée des poussins. Donc c'est des poulets qui ne supportent pas trop de chaleur. Ça, vous pouvez remarquer qu'il y a des ventilos. À Dangbo, à l'autre bout du Bénin, une autre ferme s'installe aussi. Ici, on rêve très grand et la mise en place des infrastructures a déjà démarré. Nous sommes sur 23 hectares et ici, nous devons à la fin avoir 10 poulaillers. Chaque poulailler étant d'une taille de 1500 mètres carrés où on va mettre à la longue, dans quelques mois, on va mettre entre 25 000 et 30 000 sujets. On a aussi une usine de transformation d'aliments, puisque c'est important. Et la capacité de notre usine aujourd'hui qui est déjà là, c'est 10 tonnes l'heure. Et nous allons avoir 2 chiffres par journée. Donc c'est quand même un gros projet qu'on a là présentement et on travaille présentement dessus dans quelques mois. D'ici 2 à 3 mois, on aura fini notre projet là. À côté des grosses unités qui rêvent de production de plusieurs millions de têtes par mois, il y a aussi les petites unités privées d'acteurs aux moyens modestes. Ils sont ainsi des centaines de ce type installés surtout dans la partie méridionale du Bénin. Et il y a aussi les coopératives qui sont par dizaines investies dans le secteur, ce qui accroît substantiellement la capacité potentielle de production locale. Il y a des gens qui ont une capacité plus grande, mais qu'ils n'exploitent pas encore, toujours par peur de cette importation qui perturbe véritablement, surtout en ce qui concerne les poulets de chair. Il y a des gens qui ont les bâtiments, qui ont les infrastructures, mais qui ont cessé de les faire parce que le marché pose problème à cause de la concurrence déloyale de ce qui est importé. Et ils attendent qu'il y ait un signal pour faire reculer l'importation avant de reprendre. L'abattage se modernise aussi sur le coût. Ici, dans cette unité installée par une coopérative, on a fait l'effort de réduire le plus possible l'intervention de la main humaine. Mais elle est toujours présente, ce qui n'empêche pas pour la santé humaine. Actuellement, il y a un système manuel qui n'est pas encore totalement mécanique. Mais nous arrivons actuellement, nous arrivons à faire sortir au moins 1000. Nous pouvons faire sortir au moins 1000 par jour. Elle est en train d'enlever les poulets, de les mettre dans les chaudières.
nous pouvons faire sortir au moins 1000 par jour. 1000 sujets par jour. Et notre projection, c'est de mettre une chaîne d'abattage automatique qui pourrait faire 4000 à 8000 par jour. Mais c'est à Porto Novo que la plus grande unité d'abattage moderne s'est implantée et attend de démarrer ses activités. Ici, les choses sont plus modernes et la main totalement écartée de toutes les étapes du cycle d'abattage. Donc ils vont décharger les caisses ici. Il y a les opérateurs qui les prendront un par un pour les accrocher par la patte sur les chaînes, au fait. Donc après, une fois tout est plein, bon, donc il tourne et il va rentrer. Donc il y a tout un circuit à faire et qu'on va voir. Donc ça, c'est une station pour produire l'eau chaude qui va servir à échauder les volailles. Donc je vous disais tout à l'heure, bon, une fois accrochés, ils vont passer par le circuit là, ils viendront. Et ici, c'est un bac d'échaudage. Donc ça, c'est rempli d'eau et il y a des thermostats dedans avec des chauffe-eau au fait. Hein. Et donc ça va chauffer l'eau, température de 52, 55, ça dépend comment on va voir. Et donc la chaîne descend. Donc après, vous pouvez venir voir, la chaîne descend. Il plonge les animaux dans l'eau chaude, dans le bain. Ça ressort. Donc, comme le circuit est comme ça, il ressort, il va passer là, et ça, vous voyez, là, il y a des dents, des doigts, là. Là, ce sont les plumeuses. Donc, on met la machine en route, donc tout ça, c'est en route en même temps, et il va tourner, le poulet passe dedans, donc il va tourner pour les déplumer, au fait. Donc, voilà la plumaison. Donc, il y a deux chaînes comme ça, ça fait tout le tour, et une fois le poulet déplumé, sorti, donc voilà, une première partie, une deuxième partie, donc il va sortir par là. Donc déjà, le poulet, vous allez le voir accroché, plus de plumes, hein, il est déjà fini. Il va passer par ici, ça c'est, disons, un couteau, un coupe-tête, il va couper la tête, ça va tomber là, il passe. Donc il est toujours accroché, le poulet. Il va passer. Et là, ce sont des suceuses, au fait, pneumatiques, hein, pour pouvoir vider le poulet. Ouais, voilà. Donc, une fois vidé, bon, donc ça, il y aura des opérateurs, des opératrices sur la ligne. Une fois vidé, ça passe. Et il va passer là aussi, et il va descendre dans ce bac pour être nettoyé complètement. Donc, il va rester dedans pour un certain temps pour être nettoyé et après, il va sortir de l'autre côté. Les tables ne sont pas là, ils sont dans la grande salle là-bas, la chambre froide là-bas. Donc, ça va être nettoyé complètement et il y aura des gens là-bas pour les récupérer sur la table. La dernière ligne, c'est la transformation. Ici, les acteurs s'organisent aussi, proposent une variété de produits issus du poulet et essaye un quadrillage de marché pour servir des produits transformés. Voici la chambre froide positive. Là, on envoie pour la fraîcheur. Ça quitte là, on vient ici. Ici, nous sommes au niveau de la charcuterie. On appelle ça ici la charcuterie à notre niveau, où on fait le découpe des poulets. Actuellement, on est en train d'enlever les blancs de poulet. Voici les blancs de poulet. Ça, on appelle le coffret. Et c'est du coffret qu'on enlève les blancs. Quand on enlève les blancs, on obtient les carcasses qui sont de l'autre côté là-bas. Ça, c'est les carcasses. Donc ça quitte là. Ça, c'est les poulets découpes. À ce niveau, nous avons les poulets format. On a le petit format qui est ici, le grand format et petite cuisse, issu des poulets découpes. De l'autre côté, on est en train d'emballer les ailes. Donc c'est le chemin que ça suit ça.
Nous finissons d'emballer, on envoie les produits au niveau vers la chambre froide négative pour la conservation. Nous sommes au niveau de la charcuterie ici. Et ça, c'est les machines qu'on utilise souvent au niveau de la charcuterie. Ça, c'est le hachoir, le mélangeur, le cutter et puis le poussoir. Donc, le haut de cuisse est désossé. On a la chair qui est utilisée avec la peau de poulet hachée, envoyée au niveau du cutter pour être mélangée avec les ingrédients. Ça, nous sommes dans le cadre de la production de la saucisse cuite. Une fois mélangée, on enlève la pâte mélangée avec les ingrédients du cutter vers le poussoir. Actuellement, elle est en train de pousser la pâte de saucisse. Ici, c'est le rôtissoir. Notre poulet rôti, c'est le produit le plus prisé des consommateurs. Les clients adorent ça. Nous faisons du poulet rôti et de la pintade rôti. C'est bien assaisonné, c'est déjà prêt à la dégustation. On vous offre en plus, on vous offre 2 acassas et du piment comme accompagnement. En fait, la vente en ligne, c'est un système qui permet aux clients d'acheter nos produits en ligne et à tout moment de la journée. Donc, nous avons un service de livraison qui nous permet de satisfaire les clients. Donc, en fait, le client peut commander directement par téléphone et en fonction de sa demande, il fait sa demande et nous faisons le devoir de le servir le plus tôt possible et dans les meilleures conditions possibles. De la production des œufs de table ou des poussins d'un jour jusqu'aux produits finis servis sur la table du consommateur en passant par l'élevage, l'abattage et la transformation, les acteurs du secteur ont acquis en capacité de production, mais aussi dans la technique et la technologie. Et la décision politique qui attend toujours d'être prise commence à semer le doute dans le cœur de ceux qui ont hasardé de gros investissements dans le domaine. Les acteurs ne demandent pas de prendre une décision aussi radicale qu'elle soit, mais ils veulent un signal pour savoir que leurs investissements seront sécurisés, que quand ils vont produire, ils vont vendre. Vous avez vu tout ce que je vous ai cité là? Et pour clôturer et vous montrer pourquoi on parle tant d'investissement dans ce domaine, lorsque vous devez élever des poules pondeuses pour faire des œufs, non compris l'investissement des infrastructures, il vous faut mobiliser environ 15 millions pour 1000 têtes seulement. Il est important qu'au-delà de l'outil ou des outils mis en place par l'État pour faciliter l'accès au financement, que le gouvernement puisse prendre des mesures particulières d'accompagnement de ces acteurs de la filière qui ont des projets, qui ont déjà pris des initiatives, qui ont commencé quelque chose, qui ont l'autorisation de le faire, pour qu'ils puissent lever facilement et rapidement les fonds nécessaires. Ça, c'est très important. La date du 31 décembre 2024 annoncée, qui devrait connaître la fin de l'hégémonie de l'importation des produits carnés congelés au Bénin, est passée sans avoir vu l'entérinement de la décision par un acte officiel. En plus de l'hésitation de l'État et la volonté politique béninoise très en retard sur la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun et récemment le Togo, qui se sont lancés dans la bataille de la régulation de ces importations, les acteurs du secteur au Bénin doivent vivre maintenant le stress d'une prolongation sans limite du délai de grâce aux poulets importés face à leurs gros investissements. Un grand rendez-vous manqué qui aura pu aider à davantage asseoir une filière dont les acteurs se disent prêts pour relever l'énorme défi de la satisfaction de la consommation locale et de la contribution au fisc national. Un double objectif à la fois si près et si loin, et qui détermine actuellement la position des différentes parties impliquées. De retour en plateau pour nos débats. Ulrich, bonjour. Franck, bonjour. Bonjour, Tanguy. On parlait un peu de cette mésentente entre Bassirou Diomaye Faye, le dirigeant sénégalais, et son ancien premier ministre Ousmane Sonko, son leader politique
et sa caution politique d'ailleurs aussi. Les positions sont désormais tranchées puisque Ousmane Sonko a été démis de ses fonctions et a couru rapidement à décrocher le perchoir du Parlement. La bagarre autour justement de cette trajectoire s'est engagée devant le Conseil constitutionnel qui attend de donner son avis, mais en attendant, il a des conséquences notamment dans le champ politique et c'est ce que nous allons analyser ce matin, Franck. Désormais, les deux partenaires si complices et si solidaires pendant les années de l'opposition contre Macky Sall sont désormais, je dois dire, dans une attitude de confrontation. Oui, confrontation visiblement, parce que pour moi, parler d'une séparation définitive serait une erreur d'analyse. Ah oui. Oui, tout simplement parce que je vais vous dire que les deux, ils sont tous conscients qu'ils ont un destin politique intimement lié. Parce que la chute de l'un va entraîner inévitablement la chute de l'autre. Je vais vous dire pourquoi. Tout le monde sait que Ousmane Sonko, il est le concepteur, le meneur, le leader du projet qui les a conduits au pouvoir, qui a permis de chasser du pouvoir Macky Sall. Oui. Aujourd'hui, Diomaye Faye est dans une posture où il a la légitimité de nomination, des décisions qui sont prises au sommet de l'État. Cela voudra dire que lui-même, au fil du temps, va se forger une certaine personnalité. La personnalité, ce que revendique aujourd'hui Ousmane Sonko, c'est moi qui ai commencé et l'autre qui en bénéficie, que ce qui ne lui plaît pas trop, je pense qu'il devrait revoir sa position parce que Diomaye Faye est aujourd'hui, il a été élu par le peuple et il jouit d'un certain nombre de prérogatives qui lui permettent de pouvoir prendre des décisions et de changer un peu l'image qu'il avait au départ. C'est pourquoi je dis la chute de l'un va entraîner la chute de l'autre. Donc, j'ai l'impression, c'est vrai en suivant la dernière interview de Ousmane Sonko, on se dit que c'est désormais terminé, mais en politique, on ne peut jamais dire que c'est définitif. Oui. Donc, je pense que c'est peut-être une stratégie que les deux hommes utilisent. Les divergences sont là, mais ils sont conscients qu'ils doivent se revoir pour se parler. Ils sont conscients qu'ils doivent échanger sur leur destin politique parce que il y a des gens qui les observent dans l'ombre, il y a des opposants qui se préparent, il y a Macky Sall qui n'a pas encore dit son dernier mot et donc l'avenir de ces deux hommes politiques est lié et ils doivent forcément à un moment donné s'asseoir pour en discuter. Le contexte impose cela. Aujourd'hui, qu'il se retrouve à la tête de l'Assemblée nationale, encore que c'est pas encore définitif. Il y a le Conseil constitutionnel qui doit en dire un mot. Vous voyez, donc il y a d'un côté ou de l'autre qu'il faut observer une certaine prudence pour ne pas perdre cette cote de confiance que la population a placée en eux depuis bientôt 3 ans, je crois. Oui. Je pense que la rupture est consommée, à mon avis, c'est assez consommé. D'ailleurs, quand on regarde un peu la tendance au niveau des deux personnalités qui ont semble pris le pouvoir, parce que, qu'ils vous souviennent, on a vu les Sénégalais prendre la rue pendant longtemps contre le pouvoir Macky Sall, et ensemble, ils ont dénoncé un certain nombre de mots, MAUX, qui, selon eux, ne permettaient pas au peuple sénégalais de s'épanouir. Et finalement, les deux hommes ont fini par prendre le pouvoir à travers je dirais plutôt par le truchement de Diomaye Faye, puisque en fait, au début, c'était Sonko qui était pressenti, mais compte tenu de ses problèmes judiciaires, ne pouvant plus se positionner, Diomaye Faye a été positionné. C'est vrai, on a vu le mouvement Diomaye Faye, on a vu quand même le grand Pastef qui est resté derrière ces deux hommes. Donc, quand ils sont venus au pouvoir à travers Diomaye Faye, on a vu Sonko, Premier ministre, toujours dans sa peau, dans ses habitudes de frondeur de politique, mais ça n'a pas marché entre les deux, parce que prendre le pouvoir, c'est une chose, mais l'épreuve du pouvoir, c'est tout autre chose. Et on l'a remarqué, on l'a constaté, nous avons tous observé, il y a eu des dissensions d'abord très silencieuses entre les deux hommes. À un moment donné, on a senti cette distanciation entre les deux hommes, même si certaines voix plus alertes avaient déjà annoncé que ce qui se passe là risque d'aller vers une rupture. Aujourd'hui, la rupture, elle est catégorique avec
le départ de Sonko du gouvernement, c'est vrai qu'il a été évincé du gouvernement. En même temps, observez quelque chose qui s'est passé et qui n'est pas moindre dans le système politique sénégalais. À peine a-t-il été évincé que son suppléant lui a libéré son siège. Vous imaginez, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire simplement que le PASTEF fonctionne sur un type de patriotisme qu'on ne voit pas encore dans les autres pays de la sous-région. On se souvient encore au Bénin. On dira un clémétisme pour Sonko, puisque c'est pas parce que le leader a été chassé de la primature qu'il faut démissionner pour vous savez, l'Assemblée nationale. Ça peut être un point de vue de lecture, d'accord? Mais dans le même temps, on peut aussi se dire que c'est aussi du patriotisme et c'est du militantisme avéré, s'il vous plaît. Parce que nous avons vu ici, au Bénin, on a vu titulaire qui a quitté le gouvernement, qui a voulu maintenant se repositionner au niveau de l'Assemblée. On sait où ça a fini. Ça a fini au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous voyez un peu? Mais ici, il n'y a pas eu de recours judiciaire. En même temps, c'est le suppléant même qui a dit: Monsieur le titulaire, votre poste est toujours là, vous pouvez le faire. Ça, c'est un type de militantisme qui n'existe pas encore. Et ça prouve le type de militantisme qu'il y a au Sénégal. J'évolue. Vous allez voir au niveau du Parlement encore le président de l'Assemblée qui à un moment donné a démissionné. Et vous voyez, le parcours, c'est comme si tout a été balisé pour que Sonko devienne la deuxième personnalité forte du Sénégal. Maintenant, ayant pris le perchoir, on voit maintenant que la guerre entre deux amis, entre deux anciens amis, la guerre entre les bisbilles, entre des copains de militantisme, devient maintenant une guerre d'institutions, s'il vous plaît. Cette guerre d'institutions, vous avez suivi peut-être un peu les déclarations récentes de Sonko sur RFI. On n'a pas vu le frondeur habituel. On a vu maintenant quelqu'un qui rentre maintenant dans sa peau de responsable d'institution. Et aussi, vous avez vu cette froideur, mais très cynique qu'il a utilisée quand il dit qu'il ne parle pas de trahison, parce qu'il laisse la trahison au domaine de l'émotion et de la morale. Et il dit encore que les engagements pris devant le peuple sénégalais pendant plus de 10 ans d'opposition ont été purement et simplement dévoyés. Il va plus loin en disant qu'il n'y a pas eu de volonté de les respecter. Vous voyez comment il enfonce le clou dans le temps, mais il est resté très cynique, très calme, donc je pense qu'aujourd'hui la guerre est oui, le différent il est superficiel, mais les propos qu'ils tiennent et surtout le comportement de leurs militants respectifs montrent que les choses sont vraiment profondes. Oui, mais je dis que ça ne peut pas être ici sur le temps, dans la durée, ça pourrait changer. Et lorsque Ulrich évoque le suppléant de Sonko qui lui a laissé sa place, c'est la chose la plus facile en politique. Vous savez que ça n'a pas été facile au Bénin. Ça n'a pas été facile au Bénin. Au Bénin, on a vu un suppléant qui a refusé de laisser sa place. Une personnalité assez forte à la tête du PASTEF et il a encore de l'emprise sur le PASTEF. Il a un très grand contrôle. C'est pourquoi je dis, l'autre il est dans l'institutionnel, dans les pouvoirs de décision et l'autre, et Sonko lui continue d'activer le militantisme, d'activer l'activité politique pour que sa personnalité ne puisse pas baisser en termes de popularité. Et donc je me dis que ce qui se passe actuellement, c'est vrai, il y a divergence. C'est juste contextuel. Vous ne serez pas surpris de voir les deux pour qu'on vous parle de la paix des braves, pour sauver les meubles. Et si Sonko pousse trop loin le bouchon, c'est que à l'arrivée, il sera comptable des résultats, parce que c'est eux deux qui ont commencé. Aujourd'hui, il a démissionné puisqu'il a démissionné, il est parti. Non, mais ils ont commencé le combat. Les Sénégalais ne sont pas dupes. Les Sénégalais savent que ce sont les deux. C'est à eux qu'ils ont fait confiance et surtout à Ousmane Sonko qui lui a présenté Diomaye Faye pour dire en lieu et place de ma personne, vous pouvez lui faire confiance et cela va sans dire que lorsque les résultats ne seront pas au rendez-vous, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, Diomaye Faye est en train de construire autour de lui une sorte de partisans assez fidèles, les ministres qu'il a nommés récemment, et c'était, même dans le camp du PASTEF, il y a des gens qui sont acquis à la cause de Diomaye Faye. Cela voudra dire que si le jeu n'est pas bien joué pour Sonko, c'est que ça risque
de leur échapper, même le pouvoir, ça risque de Est-ce leur que ce n'est pas une échapper. stratégie pour distraire les Sénégalais des problèmes les plus urgents surtout pour des lesquels ils ont été élus? Parce qu'on n'a pas de résultat jusque-là. On n'a pas de résultat. Le FMI qui est toujours autour du Sénégal pour la question des dettes, les problèmes des étudiants. Vous avez écouté récemment les déclarations de ces étudiants qui ont toujours des reproches au pouvoir. Il y a également les problèmes sociaux sur lesquels les Sénégalais les attendent. Donc, il n'y a pas de résultat jusque-là, après plus de 2 ans d'exercice de pouvoir. Tout ce qu'ils ont promis aux Sénégalais, on n'a pas encore les preuves. Et à cause justement de leur divergence, déjà les premières heures, là où moi je me dis que Ousmane Sonko, il y a un peu de prétention dans ses actions. Déjà les premiers mois de pouvoir, il voulait qu'on prenne des décisions assez fortes. Il faut faire la chasse aux sorcières. Il faut faire si. Diomaye Faye dit non, nous n'en avons pas besoin parce que les problèmes sont urgents. Cela voudra dire que Sonko, lui, il est dans une autre logique, alors que les réalités du pouvoir font que il faut... Est-ce que là-dessus, ce n'est pas Diomaye Faye qui a tort parce qu'ils ont été élus justement sur ce sentiment, excusez-moi le mot, va-t-en-guerre de Sonko, sur ce sentiment rebelle de Sonko, sur ce sentiment, mettons, bouillonnant de Sonko. Mais ça ne peut pas constituer un programme de société, ça ne peut pas constituer un programme d'action pour un gouvernement. Vous avez mené la bataille, maintenant vous êtes au pouvoir, vous êtes dans le feu de l'action, il faut poser des actes concrets pour... Le riche, oui. Vous voyez, vous avez bien fait de poser la question. Vous partez sur des bases, d'accord? Et ce sont ces bases-là qui ont permis au peuple sénégalais d'avoir confiance à ce duo-là. Et quand je dis duo, en réalité, nous avons tous suivi l'actualité. Et d'abord, il n'y avait pas de duo. Il n'y avait que Sonko au départ, d'accord? Donc, quand vous regardez tel que le fil conducteur s'est produit, à un moment donné, on s'est dit, voilà la lutte du peuple sénégalais. Et le peuple sénégalais est sorti massivement dans la rue. N'oublions pas et surtout, ne jetons pas un peu à la poubelle tous ces sacrifices d'hommes qu'il a eu autour de ce combat-là. Donc c'est parce qu'il y a eu un combat social, un combat d'économie, un combat de vie. Et quand il y a eu ce combat, qui, pendant plus de 10 ans, qui a mené au pouvoir, celui qui a été porté par le peuple et par le truchement de quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est vrai qu'on verra celui qui a prêté serment, parce que c'est lui qui répond de tout ce qu'il y a. C'est le président de la République. Sa décision devrait passer. Exactement, sa décision devrait passer. Mais maintenant, si sa décision doit passer, il faut quand même qu'on respecte les engagements pris devant le peuple sénégalais, et c'est ce que Sonko estime ne pas être fait, et il précise en disant qu'il ne voit même pas la volonté de respecter ses engagements. Il précise en disant que tous ces engagements ont été dévoyés. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il n'a pas trahi, mais qu'il y a un changement de trajectoire, parce qu'à un moment donné, qu'on ne sent plus que c'est le combat qui les a menés au pouvoir qui est en train d'être mené. Donc je pense que c'est une guerre d'idéologie qui se passe au niveau des deux personnalités. Il n'est pas exclu qu'on les revoie ensemble, mais il va falloir d'abord qu'ils arrivent à harmoniser leurs points de vue. Mais pour l'instant, leurs points de vue sont drastiquement divergents. Cher monsieur, merci. Bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Le processus de normalisation des relations diplomatiques entre le Bénin et le Niger avance à grands pas. C'est du moins ce qu'il ressort du communiqué conjoint publié ce mardi 16 juin 2026 à Cotonou et à Niamey, rapporté par Fraternité. Les deux gouvernements ont annoncé que les experts chargés d'examiner les conditions de réouverture de la frontière commune ont achevé leurs travaux et remis leurs conclusions respectives au président Romuald Wadani et Abdourahmane Tiani. Le communiqué indique que les deux parties saluent des résultats jugés fructueux et prévoient une réunion conjointe des experts d'ici la fin de la semaine afin de consolider leurs conclusions. À l'issue de cette rencontre, un rapport commun sera soumis aux deux chefs d'État, ouvrant potentiellement la voie à une réouverture des frontières attendue depuis près de 3 ans. Un chronogramme dévoilé par Fraternité. Cotonou et Niamey franchissent une étape décisive
commente le confrère de la matinée qui juge que la signature de ce document officiel prouve la volonté partagée des deux gouvernements de lever les blocages. Ce dialogue direct permet, selon le Canard, de baliser le terrain pour une reprise sécurisée des flux de marchandises et de personnes. Surfant sur ce dénouement historique qui se dessine de fil en aiguille, le matinal se demande si la tournée régionale du président Ouadani peut rapprocher l'AES et la CEDEAO ou si elle se heurtera à des blocages. Le quotidien rappelle à travers une tribune que c'est dans un contexte de retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, au profit de leur propre confédération dénommée Alliance des États du Sahel, que Romuald Ouadani a lancé son offensive diplomatique. Une initiative axée sur le pragmatisme économique et la sécurité transfrontalière qui positionne le Bénin comme un médiateur stratégique inattendu. En attendant que les faits n'apportent des réponses aux interrogations de Le Matinal, une nouvelle ère commence à la Loterie nationale du Bénin. Décryptage Info rapporte qu'après 10 années passées à la tête de la société, Gaston Zossou en a officiellement transmis les rênes à Marius Adansounon ce mardi 16 juin 2026 lors d'une cérémonie organisée au siège de la dite société. Précédemment directeur des opérations et de l'expérience client à MTN Bénin, le nouveau directeur général a indiqué vouloir capitaliser les acquis afin d'accélérer la modernisation de la société, d'améliorer davantage ses performances opérationnelles et financières et de renforcer sa contribution au développement socio-économique du Bénin. Palabre au quotidien nous informe de son côté que le processus de lotissement connaît un tournant décisif dans la commune d'Abomey-Calavi. Après plusieurs années de blocage et de lenteur administrative, l'administration communale a officiellement lancé lundi 15 juin 2026 les enquêtes Komodo et Inkomodo dans 4 arrondissements stratégiques, Togba, Crévier, Ouedo et Glodjigbi. Cette reprise marque une étape importante pour des centaines de souscripteurs toujours en attente de la sécurisation de leurs parcelles et de la régularisation de leurs droits fonciers, souligne le quotidien. Pendant ce temps, au Parti Les Démocrates, la bataille judiciaire se poursuit. Se référant aux informations rapportées par BIP Radio, l'événement précis pointe que l'appel interjeté par le camp dirigé par Éric Roundété contre le jugement rendu en première instance par le tribunal de Cotonou, qui reconnaît la présidence de Nourénou à Tchadé, sera examiné par la Cour d'appel de Cotonou ce jeudi 18 juin 2026. Toujours sur le plan judiciaire, le matinal rapporte que poursuivi pour avoir libéré un cybercriminel contre la somme de 500 000 francs CFA, des policiers du commissariat d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi sont désormais fixés sur leur sort. Le principal accusé a été condamné par la criette à 5 ans de prison ferme, assorti d'une amende de 5 millions de francs CFA, tandis que sa co-prévenue a été relaxée au bénéfice du doute. Terminons, mesdames et messieurs, ce point de l'actualité par la nouvelle tribune et des nouvelles du Mondial 2026. Le quotidien signale que dans le choc du groupe I de ce mardi 16 juin au stade de New Jersey, la France a battu le Sénégal sur le score de 3-1, avec à la clé un doublé de l'attaquant français Kylian Mbappé. Fin de la revue de presse de ce mercredi 17 juin 2026.